Alors, on débute cette soirée avec Virginie et mon frère qui prendra la parole pour nous parler des mouches, des alliés inattendus dans la lutte contre les cancers. Pour la présenter, passionnée par les sciences depuis son enfance, elle est diplômée d'un baccalauréat en biotechnologie. Elle est présentement étudiante à la maîtrise en biochimie dans le laboratoire du professeur Vincent Archambault à l'ERIC. Elle a également participé à plusieurs événements de vulgarisation scientifique, dont l'événement Dans les coulisses de la recherche à l'ERIC. Je lui laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un sujet qui est très intéressant. En fait, selon moi, c'est intéressant et qui est aussi très peu connu de tous, soit l'utilisation de la mouche à fruits dans la lutte contre les cancers. Donc, je vais commencer par vous poser une petite question toute simple. Qui ici a déjà eu le malheur d'avoir des mouches à fruits dans sa maison? Donc, j'imagine que c'est pas mal tout le monde. Donc, en fait, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous convaincre du fait que les mouches à fruits, ben, c'est pas juste des invités indésirables dans nos maisons, mais c'est vraiment un organisme modèle qui est utilisé dans la recherche et aussi particulièrement dans la recherche contre les maladies humaines et les cancers. Donc là, vous vous posez peut-être une petite question, mais Virginie, veux-tu bien nous dire que peuvent bien avoir en commun une mouche à fruits et un chercheur en laboratoire? Eh bien, en fait, ma réponse, c'est beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, en fait, malgré leur toute petite taille, les mouches à fruits vont vraiment jouer un rôle de premier plan dans la recherche scientifique, et c'est un peu pour ça qu'on les appelle les super mouches. Donc, en fait, malgré les différences physiques qu'il va y avoir entre une mouche à fruits et un humain, ben, en fait, il va y avoir beaucoup plus de similitudes qu'on pense, et ça, c'est au niveau de notre ADN. Donc, aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est de vous présenter les principaux avantages d'utiliser la mouche à fruits en recherche. Donc, premièrement, je vais vous parler du fait qu'elles ont un cycle de reproduction et de développement qui est très rapide. Je vais ensuite parler de la simplicité de leur matériel génétique. Donc, c'est un gros mot, mais en fait, c'est pour parler de leur ADN. Et finalement, je vais parler de l'utilisation de leurs caractéristiques physiques, ce qui va vraiment faciliter la recherche et nos manipulations en laboratoire. Donc, on commence avec le premier point, soit la rapidité de leur cycle de développement. Donc, en fait, c'est quand même assez simple. Il va y avoir fécondation entre un mâle et une femelle. Et la femelle va pouvoir pondre jusqu'à 100 œufs par jour. Donc, c'est vraiment une grosse quantité. Et ensuite, à l'intérieur de l'œuf, il y a un embryon qui va se développer. Et éventuellement, l'œuf éclot pour donner naissance à une toute petite larve comme ça ici. Donc, la larve va nourrir, elle va se développer et elle va devenir de plus en plus grosse pour éventuellement atteindre sa taille idéale. Donc, une fois qu'elle aura atteint cette taille-là, elle va se transformer en pupe. Donc, pupe, c'est un gros mot, mais en fait, c'est un peu, on peut comparer ça à un papillon qui est dans son cocon. Et ensuite, après avoir subi plusieurs changements physiques, la pupe va devenir une mouche adulte comme ça ici. Et en fait, en 10 jours seulement, ça se produit. Donc, c'est vraiment un grand avantage parce que ça nous permet d'obtenir des résultats plus rapidement. Donc, j'ai un peu vendu le punch. Ma question, c'est pourquoi est-ce que cette rapidité-là est super importante? En fait, c'est parce que, imaginez-vous que vous êtes un chercheur en laboratoire, vous essayez de comprendre comment les choses fonctionnent. En fait, si vous utilisez un organisme modèle qui prend beaucoup de temps à se reproduire et à se développer, vous allez obtenir vos résultats beaucoup plus lentement. Donc, en fait, avec la mouche à fruits, tout va très, très vite. Donc, en seulement quelques semaines, on peut obtenir plusieurs générations de mouches à fruits. Et un autre avantage, c'est qu'on peut les amplifier rapidement. Donc, dans le fond, nous, on conserve les mouches à fruits dans des petits tubes comme ça ici. J'en ai mis sur quelques tables. Dans le fond, comment est-ce que c'est fait? C'est qu'ici, en bas, il y a une partie de nourriture. Donc, c'est là que les mouches à fruits vont se nourrir. Et il y a un petit bouchon ici qui empêche les mouches à fruits de s'échapper. Donc, s'il vous plaît, n'enlevez pas le bouchon parce que sinon, vous risquez d'avoir des mouches dans vos bières. Et dans le fond, ces tubes-là, ils vont contenir peut-être quelques dizaines de mouches à fruits. Mais l'avantage, c'est que les mouches à fruits se développent rapidement. Donc, on peut passer d'un simple tube comme ça ici à des grosses cages de mouches comme ça qui vont contenir des centaines de mouches à fruits. Donc, c'est vraiment un avantage de l'utiliser en laboratoire.
Et on peut aussi parler du fait que les mouches, bien, elles sont tout petites, donc ça ne prend pas de place dans notre labo. Aussi, elles ne sont pas très demandantes en fait de nourriture, donc vous le savez, un peu de sucre et le tour est joué. Et ben, en fait, elles ne vont pas vraiment nous coûter cher parce que les mouches à fruits ont une durée de vie de 2 à 3 mois, donc c'est quand même assez rapide. Donc vraiment, toutes ces raisons-là font de la mouche à fruits vraiment un organisme qui est idéal à utiliser pour la recherche. Ensuite, j'aimerais vous parler du fait qu'elles ont un matériel génétique qui est quand même assez simple. Donc là, on parle de leur ADN. Donc tantôt, je vous ai dit que l'humain et la mouche à fruits sont quand même semblables au niveau de l'ADN. Et ça va être plus principalement au niveau de leur gène. Donc là, le gène, c'est un gros mot aussi. Donc avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous introduire les deux concepts. Donc, qu'est-ce qu'un gène et qu'est-ce qu'un génome? Donc, en fait, on pourrait un peu comparer un gène à un ingrédient d'une recette de cuisine. Donc, par exemple, vous voulez faire un gâteau au chocolat, bien, ça vous prend plusieurs ingrédients pour faire la recette. Bien, un gène, ça va fonctionner de la même manière. Donc, comme chaque ingrédient a sa propre fonction, chaque gène va avoir sa propre fonction aussi. Et à la fin, bien, en ajoutant tous les ingrédients, on obtient notre produit final qui est un bon gâteau au chocolat. Donc, maintenant, je vais parler du génome. Donc, en fait, le génome, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ensemble des gènes, donc l'ensemble de l'ADN. Donc, par exemple, nous, dans notre génome, on possède plusieurs gènes qui vont permettre de déterminer nos caractéristiques physiques, par exemple, comme la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, notre grandeur et même la manière dont notre système immunitaire va fonctionner. Et à la fin, ce génome-là va permettre d'obtenir un organisme vivant, donc moi ici. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que chaque personne a son propre livre de recettes, chaque personne a son génome, et c'est différent pour chacun d'entre nous ici dans la salle. Donc, ça fait vraiment qu'on est unique à notre propre manière. Et là, pourquoi est-ce que je vous ai introduit ces deux concepts-là? Bien, en fait, c'était pour vous montrer la comparaison entre le génome de l'humain et le génome de la mouche à fruits. Donc, le génome humain, on pourrait le comparer à un gros livre de recettes qui contient plein d'instructions détaillées, compliquées, plein de recettes aussi et plein d'ingrédients. Donc, en fait, le génome humain contient 21 000 gènes. Donc, c'est quand même une grosse quantité de gènes. Et là, si on regarde le génome de la mouche à fruits, bien, on se rend compte qu'il est beaucoup plus petit. Donc là, oui, mes livres ne sont pas vraiment dans le bon ordre de grandeur, mais vous faites voir que le livre de la mouche à fruits, c'est comme un livre de recettes qui contient moins d'ingrédients, moins de recettes compliquées, moins d'instructions compliquées aussi. Donc, il possède seulement 14 000 gènes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux livres de recettes-là, bien, on trouve des ingrédients qui sont communs. Donc, l'humain et la mouche à fruits vont avoir des ingrédients, des gènes qui sont communs. Donc, en fait, il y a des études qui ont été réalisées qui ont montré qu'il y a 60 des gènes de l'humain qui sont aussi retrouvés chez la mouche à fruits. Et il y a 75 des gènes chez l'humain qui ont été montrés comme étant associés à des maladies humaines, qui vont être aussi retrouvés chez la mouche à fruits. Donc, pourquoi est-ce que ça représente un avantage? Bien, dans le fond, au lieu d'étudier des concepts au niveau de l'humain, on va utiliser la mouche à fruits parce que c'est beaucoup plus simple, plus rapide et moins compliqué. Et éthiquement parlant, c'est mieux aussi. Et on va étudier des processus biologiques au niveau de la mouche à fruits. Et ensuite, on peut voir chez l'humain, est-ce qu'on retrouve ces mêmes processus biologiques-là? Parce que dans le fond, on partage quand même beaucoup de gènes en commun. Donc, c'est vraiment un avantage d'utiliser la mouche pour cette raison-là. Et finalement, on utilise aussi leurs caractéristiques physiques pour faciliter nos recherches. Donc, en fait, un peu comme nous, on possède nos propres caractéristiques physiques, bien, les mouches à fruits aussi vont avoir des caractéristiques physiques différentes si nous, on le veut. Donc, on peut jouer avec leurs gènes un peu pour leur donner des caractéristiques physiques différentes. Et ça va faciliter nos recherches. Donc, par exemple, si ça, c'est une mouche qui est vraiment normale. Donc, c'est peut-être la mouche que vous retrouvez dans vos cuisines. Dans le fond, elle a les yeux rouges, les ailes plates et des poils quand même assez longs. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec les gènes et obtenir, par exemple, des mouches qui ont les ailes courbées comme ça ici, des mouches qui vont avoir les poils courts et aussi des mouches qui vont avoir des yeux d'une couleur différente. Dans le fond, là, je vous ai montré 3 exemples, mais en vrai, il y a vraiment une panoplie de possibilités. Et c'est ce qui est vraiment intéressant avec la mouche, c'est que ça nous aide un peu dans nos recherches scientifiques. Là, je n'irai pas dans les détails de ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est vraiment un grand avantage qu'on peut utiliser. Et là, vous vous demandez peut-être, mais quel genre d'expérience on pourrait faire avec la mouche à fruits?
Donc là, je vais vous demander encore de vous imaginer être un chercheur en laboratoire et vous voulez essayer de comprendre comment un certain gène fonctionne. C'est quoi sa fonction dans l'organisme? Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va venir enlever le gène et là, on va venir voir, bien, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont causés? Qu'est-ce qu'on observe? Donc là, par exemple, si vous voulez essayer de comprendre la fonction d'un gène dans le développement de la mouche, vous allez l'enlever et vous allez voir quels problèmes sont engendrés au niveau du développement de la mouche. Donc, je reviens à mon exemple de gâteau au chocolat. Si, par exemple, vous avez un ensemble d'ingrédients pour faire votre gâteau au chocolat et que vous vous demandez à quoi ça sert le bicarbonate de soude, bien, j'en ai pas, fait que je l'enlève, je ne le mets pas dans ma recette. Donc, en fait, au lieu d'obtenir un beau gâteau au chocolat moelleux comme ça, vous allez obtenir bien, une petite pointe de tarte comme ça qui n'a pas vraiment grossi au four. Donc là, vous vous rendez compte que le bicarbonate de soude, bien, c'est important pour faire gonfler votre gâteau au chocolat. Donc, c'est un peu le même principe avec les gènes chez la mouche à fruits. Donc, ça, c'est une expérience qui a été faite par ma collègue. Donc, ici, vous avez un exemple de mouche à fruits, un exemple d'aile de mouche à fruits normale. Et là, ce que ma collègue a fait, c'est qu'elle a enlevé un gène qui était peut-être important dans le développement des ailes, on ne sait pas. Et elle a observé la taille des ailes par la suite. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'en enlevant le gène en question, les ailes étaient beaucoup plus petites, ils présentaient des défauts ou ils étaient tout simplement inexistantes, donc les mouches n'avaient pas d'ailes. Et là, ben ça, la conclusion, c'est que le gène qu'elle a enlevé, il était important pour le développement des ailes de la mouche à fruits. Et finalement, vous vous demandez peut-être, parce que là, je parle de la mouche à fruits, mais je ne parle pas vraiment de cancer. Donc, vous vous demandez, est-ce qu'il y a déjà des découvertes qui ont été réalisées en utilisant la mouche à fruits qui ont un lien avec le cancer? Eh bien, la réponse est oui. Donc, en fait, la mouche à fruits, elle a été... Bien, c'est pas elle qui a gagné les prix Nobel, mais grâce à la mouche à fruits, il y a 6 prix Nobel qui ont été remportés. Donc, c'est vraiment intéressant. Et un exemple de réalisation qui a été fait, c'est par rapport à un gène qui s'appelle RAS. Donc, dans le fond, il a été démontré que ce gène-là, il était impliqué dans la formation des cellules cancéreuses. Donc, dans le fond, ça, on appelle ça un oncogène. Ça veut dire qu'il va contribuer à la transformation d'une cellule qui est normale en cellule cancéreuse et donc mener à la formation de tumeurs. Et cette découverte-là a été réalisée chez la mouche à fruits. Donc, ça a vraiment permis aux chercheurs de mieux comprendre la formation des tumeurs au niveau de l'humain et peut-être de trouver aussi des pistes, des voies de traitement contre le cancer où le gène était impliqué. Donc, pour conclure ma présentation, j'espère que j'ai réussi un peu à vous convaincre que les mouches à fruits, ben, ce n'est pas juste négatif sur la Terre, donc elles ont une fonction au lieu de juste nous déranger. Ben, c'est vraiment utile en recherche, donc malgré leur toute petite taille, en vrai, elles ont des similitudes avec l'humain et c'est ce qui fait qu'on les utilise en recherche. Donc, merci. Moi, j'avais une première Oui. question. Tu nous as parlé du fameux gène RAS. J'aimerais savoir un peu quel est son rôle dans la mouche. Qu'est-ce qu'il fait, ce gène? Donc, la question, c'est quoi le rôle du gène RAS? Bonne question. Honnêtement, je ne suis pas trop certaine. C'est un peu gênant. Oui, non, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas trop certaine de c'est quoi son rôle, mais je sais que, dans le fond, là, je n'ai pas expliqué en détail, mais c'est lorsqu'il est présent dans la cellule en plus grande quantité que la normale et qu'il est modifié un peu aussi, ça va entraîner la formation de cellules cancéreuses. Donc, il doit avoir une fonction dans, je ne sais pas, peut-être la prolifération, ou je ne sais pas. Ouais. Oui. Oui. Donc, oui. Donc, la question, c'est comment on fait pour enlever un gène, par exemple, dans la mouche à fruits. En fait, il y a vraiment comme plein de manières, mais comme tu l'as dit, on utilise CRISPR, par exemple. Donc, le CRISPR, c'est un peu comme on va faire entrer une protéine
qui agit un peu comme un ciseau. Donc, la protéine ciseau va venir couper l'ADN, donc couper le gène, et ça va l'enlever. Et après ça, il va y avoir une sorte de recombinaison avec l'ADN, et c'est comme ça qu'on va permettre d'enlever le gène. Donc, on va vraiment dans le génome de la mouche à fruits pour enlever le gène. On aurait le temps pour une troisième question, si quelqu'un veut se lancer. Oui? Oui. 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 Donc, la question, c'est est-ce qu'on prend des mouches normales pour faire les modifications physiques un peu et tout? Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les mouches qu'on utilise, c'est pas. On a des mouches normales, mais la plupart de nos mouches vont être modifiées génétiquement. Donc, dans le fond, on envoie un genre d'ADN spécial que nous, on a modifié. On envoie ça à une compagnie. Eux, ils nous renvoient les mouches qui ont été modifiées. Et souvent, la raison pourquoi ils ont, par exemple, les ailes courbées ou un truc comme ça, c'est parce que ça nous permet de suivre notre gène. Donc là, par exemple, on va associer le gène qui nous intéresse avec le fait que les mouches ont les ailes courbées. Donc là, une fois que ça s'est mis ensemble, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des croisements entre mouches. Donc là, on va utiliser des mâles qui ont un certain génome avec des femelles qui ont un certain génome aussi. On les croise ensemble, ils font des bébés. Et grâce au fait qu'on a mis un marqueur associé à notre gène, ça nous permet de suivre, dans le fond, où est-ce qu'il est notre gène. Parce que, dans le fond, dans les bébés qui vont être produits, bien, ce n'est pas toutes les mouches qui vont naître qui vont avoir cette caractéristique physique-là. Donc, ils vont avoir le gène qui nous intéresse. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là, mais ça nous permet de comme, suivre où est-ce que nos informations, qu'est-ce que nous, on veut savoir, est dans la mouche. Oui. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements. Merci.